Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec André Barthaud. Bonjour André. Bonjour. Alors André, vous êtes fondateur de la Micaline. Pour situer un petit peu, parce que voilà, tout le monde ne connaît pas encore, n'a pas la chance de connaître encore la Micaline. Il y a à peu près 45 ans, je me trompe peut-être dans les dates, vous avez repris les rênes d'une petite boulangerie familiale. Puis, une dizaine d'années après, vous avez créé justement ce qui est la Micaline, qui est vite devenu un concept, on va dire, de boulangerie franchisée avec un système de terminaux de cuisson. Donc, voilà, les boulangeries ne sont pas forcément le lieu de production totale. Donc, c'est un réseau qui compte aujourd'hui près de 200 points de vente et réunit environ 2000 personnes. C'est ça ? Un petit peu plus, mais c'est très bien. Ça évolue, forcément. Ça évolue. Peut-être juste pour commencer, est-ce que vous pouvez me raconter un peu justement cette histoire, ces débuts ? Est-ce que vous êtes parti de quoi ? Est-ce que vous aviez un grand diplôme qui permettait ça ? Est-ce que c'était justement, vous saviez pas trop où vous alliez ? Enfin voilà, comment ça a commencé ? Alors je l'ai expliqué dans un livre que je viens de sortir il y a quelques semaines. En détail, mais je vais vous en raconter quelques bribes. Ce livre ? Il s'appelle « Dans le silence de mon père ». Et on peut le trouver où ? Dans les librairies. Alors, je pense que c'est à partir du 12 janvier qu'il va être diffusé normalement dans les librairies dans la France entière. Alors, Ok, voilà. Donc, à retrouver ou à demander à son libraire pour qu'il le commande. Voilà. Voilà, désolé, je vous ai coupé. L'éditeur, c'est La Geste. C'est une entreprise de Niort. D'accord. Donc oui, alors cette aventure a commencé, ma foi, à mon apprentissage, parce que en fait, donc très tôt. Et à cette époque-là, souvent les enfants ou les fils, notamment les aînés, ton père sera boulanger et boulanger, tu seras boulanger. Et moi, ma vocation, au moins mon rêve, n'était pas du tout dans ce métier. Mais bon. Et donc, votre grand-père était déjà boulanger ? Mon grand-père était déjà boulanger, donc dans une petite bourgade à quelques encablures de Saint-Jean-de-Mont, à Sallertaine. Et puis, à partir de là, donc après, on va dire, cette volonté paternelle de me faire rentrer à l'apprentissage de boulangerie, ma foi, j'ai suivi. J'étais un enfant sans problème particulier, surtout pas enclin à faire de grandes études. Plutôt à rentrer dans un travail manuel. D'ailleurs, je rêvais déjà à cette époque d'être agriculteur, notamment éleveur. J'étais très très proche, très sensible à la nature, des grands-parents fermiers, etc. Et les beaux-arts, parce que j'aimais dessiner, j'aimais peindre. Et donc, je suis passé à côté de tout ça. Papa m'a imposé, maman m'ont imposé de me lancer dans cette aventure boulangère, ce que j'ai fait. Mais pour vous dire à quel point j'en avais envie, je me suis pris 2 ans de difficultés physiques puisque je faisais de l'eczéma. Okay. Et donc ça m'a posé d'énormes problèmes pour travailler. Mais bref, en quelques mois, ça a été réglé grâce à un magnétiseur qui m'a fait enlever voilà. Bon. Et donc, j'ai vécu ma première décennie professionnelle comme jeune apprenti boulanger. Ensuite, je suis parti travailler à Nantes dans quelques maisons plus ou moins réputées de la place de Nantes pour affiner mes connaissances. Donc pas avec vos parents forcément ? Pas forcément avec mes parents. Mais mes parents vieillissant, vers 50 quelques années, 55 ans, mon père a proposé à son fils, donc m'a proposé à moi et à ma sœur, de reprendre la boulangerie familiale. La période d'ailleurs avec laquelle j'ai pu rencontrer mon épouse, et nous sommes partis dans cette aventure à 3. Et cette première période nous a permis, on va dire, ça a été un petit peu notre université, puisque nous n'avions pas de diplôme, à part un BEP comptable pour ma sœur, un BEP comptable pour mon épouse, et moi un CAP de boulanger. Okay. Et vous aviez quel âge à ce moment-là ? Alors j'avais 23 ans.
Et donc, on est parti dans la reprise de cette affaire, qui était une très jolie affaire de boulangerie saisonnière à Saint-Jean-de-Mont. Oui, les gens viennent pour les vacances d'été, en fait. Voilà, donc Saint-Jean-de-Mont en plein essor touristique quand même. Hein, donc, on avait du grain à moudre, on va dire, dans ce métier, puisque cette station balnéaire, quelques années plus tôt, était d'une dizaine de mille, 5-6 000 personnes, et que la capacité d'accueil a monté très rapidement à 80 000, 100 000 personnes. Ah oui. Donc une vraie planche de salut pour notre affaire. Et donc on a vécu l'artisanat avec la création de 3 petits magasins sur la côte, sur le littoral, mais tout près de chez nous, hein, dans les rues de Saint-Jean-de-Mont. Et le succès s'est fait grandissant. Et puis un beau jour, durant l'été, un jeune saisonnier m'interpelle, il me dit comme ça, on devrait utiliser le matériel qu'on utilise dans les petits magasins, les transporter en montagne et faire une saison d'hiver. Moi j'en ai marre des études, me disait-il. Et j'aimerais me lancer dans l'aventure avec le matériel qui est inactif durant la période hivernale. Oui, c'est ça, en fait, c'est 4 mois et le reste de l'année. Et on est parti à l'aventure, on a ouvert un magasin aux Deux Alpes qui a été, on va dire, humainement une réussite, puisque tout le monde était joyeux de tenter cette aventure, économiquement un petit peu moins. Okay. Bon, on a très vite compris que c'était un peu... une bonne tentative, mais c'est tout. Une bonne tentative, mais qui nous a permis de comprendre que la logistique avait un coût et que, de toute façon, c'était hors de question de s'éparpiller comme ça. Donc, on est revenu au point de départ, mais par contre, a germé, alors là, du coup, à partir de les années 80, une idée, c'était de fabriquer sur place, de fabriquer à Saint-Jean-de-Mont des produits et les revendre à quelques kilomètres avec la technologie qui était en train de se développer dans le monde de la boulangerie, la surgélation. Et là, on s'est dit, on va monter des croissanteries. À l'époque, c'était émergent. Et c'est ce qu'on a fait, sachant que le premier magasin était à Chaland, à 15 km de Saint-Jean-de-Mont. Donc, c'était relativement facile sur le plan logistique. Mais on a très vite compris qu'on pouvait faire mieux. Et que nos jeunes saisonniers, puisqu'on passait d'une équipe de 6 personnes l'été à 40 personnes, 6 personnes l'hiver à 40 personnes l'été, ça devenait très, 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 très compliqué. Donc, il nous fallait, entre guillemets, développer l'activité, mais lisser le travail sur l'ensemble de l'année. Donc, on s'est dit, si on développe des magasins avec des partenaires, on devrait pouvoir effectivement réussir à relever un défi professionnel en créant une enseigne. Et donc, je me souviens encore m'être mis la tête entre les mains dans mon bureau et avoir dit, mais attends, je pense qu'on a un atout, on a un métier, on a un savoir-vendre, on a un savoir organiser avec nos petits magasins saisonniers, on a un vrai savoir-faire, on a des idées, on a une volonté, on a du courage. Et puis, j'ai conclu en disant, et j'ai des alliés de poids, ma sœur et mon épouse. Et les quelques personnes qui travaillaient avec moi à l'année. Donc, je leur ai proposé le deal. Un jour, je me souviens, on les a réunis. Et puis, on s'est réunis. On était 6 ou 7. Et on s'est dit, ou je leur ai dit, voilà ce que je vous propose. On va partir dans une aventure. Ça va être de créer un certain nombre de magasins, d'accompagner ces magasins avec les produits, avec le marketing, avec la publicité, avec le service, la prestation de service, l'accompagnement à la fois humain, à la fois technologique. Et ça, vous êtes dit, comment est-ce que vous vous êtes dit ça? Tout d'un coup, dans votre bureau, vous aviez pris le temps ou est-ce que vous aviez le temps déjà de réfléchir à ça? Oui, parce que, en fait, honnêtement, j'ai visualisé ce qui nous est arrivé après. J'ai visualisé concrètement, puisque mon projet, ça a été très rapidement de dire 100 magasins en l'an 2000. Okay. Et en réalité, on a eu 100 magasins en l'an 2001. Ça va. Alors on a été dans le tempo. Mais tout ça pour vous dire que si j'avais pas visualisé avant, on serait parti dans une aventure un peu aléatoire, un peu infondée. Mais ça a été assez compliqué, à la fois la vision et à la fois aussi la nécessité de me séparer de ce que je faisais en tant qu'artisan, le porte-à-porte avec mes clients, les petites épiceries locales que je servais, les campings que nous servions. Il a fallu abandonner tout ça pour partir à fond dans une démarche très,
très carrée, très concrète. En fait, votre métier est devenu chef d'entreprise, entre guillemets, et vous vous êtes dit, j'essaie de paraphraser, hein, vous vous êtes dit, je pense qu'il faut aller là, et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour le faire? Oui, parce que je voulais, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais sortir mes mains de la farine, et je voulais lisser l'activité saisonnière, c'est-à-dire que on ait une répartition plus équilibrée de notre travail sur l'ensemble de la production, du coup. Voilà. Donc, il me fallait trouver une idée. Et je m'étais un peu buté sur la possibilité d'approvisionner les grandes surfaces, par exemple, avec lequel j'ai eu quelques déboires. Bon, ça a été très difficile pour moi parce que, la mentalité, entre guillemets, dans les négociations et tout, m'était complètement insupportable, intolérable, presque pour pas dire inhumaine. Donc, j'ai très vite laissé tomber cette piste en me disant qu'il y a peut-être autre chose à faire avec ce qu'on savait faire. Ce qui m'a permis de visionner quelque chose de concret. Et j'ai dit, on va, entre guillemets, intégrer des partenaires, ce qu'on a appelé après des franchisés. Mais au départ, c'était simplement des jeunes saisonniers, entre guillemets, qui raquettaient leur grand-mère pour récupérer les 3 sous, pour créer leur propre magasin. Oui, c'est ça. Mais avec moins de risques, parce qu'ils avaient déjà un nom et une méthode. Un nom, une méthode, un accompagnement. Ils savaient comment faire les prix. Complètement. Ouais. Et à tel point, c'est qu'on avait même fait un service au sein de l'entreprise, un petit service comptable pour accompagner économiquement les magasins. On s'est très vite rendu compte que c'était quelque chose qui était apparenté à de l'ingérence. Oui. Mais on s'en est rendu compte parce qu'on nous l'a dit, pas parce qu'on le savait. Oui, nous, on faisait ça pour le aider. Service, pour aider, et pas pour savoir connaître les résultats de nos franchisés. Enfin bref, toujours est-il que cette aventure s'est poursuivie d'année en année avec passionnément, puisqu'on a créé une première usine, une petite usine de 1500 mètres carrés. Après, on a fait la plus grosse usine, mais aujourd'hui, la plus grosse usine, comme on dit, elle ravitaille les 240 magasins du réseau. Et puis on a 25 animateurs qui effectivement accompagnent le réseau, et puis il y a des réunions, des rencontres, etc. Et je pense qu'on constitue encore aujourd'hui finalement une grande famille fondée sur certaines valeurs et puis certainement un savoir-faire. Et que surtout, ce qui nous a été très très positif, c'est qu'on l'a jamais fait sur des notions d'argent. La cupidité n'était pas dans notre quotidien. C'est pas ça le problème. C'était la passion d'un projet qui nous a porté. Alors évidemment qu'on peut dire après, comment peut-on réussir une entreprise un peu périlleuse au départ avec si peu de connaissances, si peu de diplômes. Moi, je dirais tout simplement qu'à partir du moment où vous avez les fondamentaux d'un métier et surtout une volonté farouche d'y arriver, briser un peu les codes et dire on va tenter quelque chose qui n'existe pas ou peu, c'est à la portée de tout le monde. Après, il faut les qualités essentielles, sans doute le courage, la vision, etc., etc. Mais après, il faut aussi effectivement recruter les jeunes collaborateurs qui peuvent vous accompagner avec un bagage complémentaire, supplémentaire. Et d'ailleurs, mes principaux cadres encore aujourd'hui sont des gens de l'entreprise depuis plus de 30 ans. Ils ont fait leur saison d'été avec nous. Ils sont partis dans des bonnes maisons apprendre ou affiner leurs connaissances. Mais ils ont poursuivi leurs études, décroché leur diplôme. Leur bagage était pour moi important, mais peut-être, je dirais presque secondaire. Ce qui comptait surtout, c'est est-ce qu'ils ont intégré les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'ils ont intégré le challenge qu'on a voulu mettre en place, est-ce qu'ils souhaitent le pérenniser, ce challenge. Donc on a finalement recruté non pas des mercenaires, mais des apôtres d'une bonne démarche. Et aujourd'hui, moi, j'en suis vraiment très, très fier. Ils sont toujours avec nous.
Bon, il y en a quelques-uns qui, forcément, dans le temps qui passe, nous ont quittés pour des raisons professionnelles, pour des raisons humaines, familiales, mais j'ai toujours une pensée pour eux. Ils ont très certainement contribué fortement à notre évolution. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est une grande aventure humaine. Avant d'être une aventure professionnelle, c'est une aventure humaine. D'ailleurs, à tel point, c'est que quand j'avais réuni mes gens, les 5 ou 6 pionniers de l'entreprise, je leur avais dit, j'avais même fait le rapprochement avec un bateau. Je dis, vous savez, j'avais pris un grand carton, je me souviens très très bien, et j'avais dessiné un bateau, une île ensoleillée, etc. Et je leur ai dit, on part pour un grand voyage, mais on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, certainement des vents hostiles, parfois accompagnateurs, sans doute des tempêtes, sans doute peut-être même des incidents, voire des accidents, mais voilà, on a une destinée, on est embarqué, ou je vous invite à vous embarquer. Et j'ai pas dit ceux qui même me suivent, mais j'ai dit ceux qui nous font confiance, notamment aux 3 pionniers, ma sœur, mon épouse et moi. Voilà ce que je vous propose. Et je me souviens très très bien avoir suscité l'adhésion des premiers. Et puis 5 ans plus tard, on avait 15 magasins, ouais, à peu près, oui, et qu'on avait fait au Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Mont un grand raout, un grand rassemblement. Alors on n'était pas très très nombreux, ça restait quand même une toute petite entreprise, on était peut-être 40 salariés à l'année, et puis il y avait 15 magasins avec leurs salariés, donc faisait peut-être 150 personnes. Mmh. Et j'avais invité les parents de ces gens-là, pour la plupart un certain nombre qui avaient contribué financièrement à payer les premiers magasins, enfin notamment les apports nécessaires. Oui. Donc, quand j'avais fait inviter les parents, j'avais invité bien sûr les partenaires financiers. Il y en avait quelques-uns qui nous accompagnaient évidemment régulièrement. Alors, experts comptables, juristes, tout ça, c'était sur un plateau. Et on a évoqué à la fois la situation, mais surtout l'avenir. Et l'avenir, je me souviens l'avoir traduit de différentes manières par des petits films, par surtout des propos, surtout tout ça. Le but était de dire, soyez rassurés tous, on sait pourquoi on y va, on sait où on va, on sait comment on va y aller. Parce que j'y avais réfléchi avant, et je n'ai pas caché la difficulté de ce périple qui dure toujours d'ailleurs, même si j'ai passé le relais déjà depuis un certain nombre d'années, hein, bien sûr. Ce périple, il dure toujours, et je crois qu'il est quand même, je veux dire, un peu dans le même esprit de conquête, mais aussi de service. Qu'est-ce qui fait, selon vous, justement, que ça a réussi? Est-ce que c'est le fait que vous ayez pris ce recul, vous ayez eu cette vision, mais après, on aurait très bien pu imaginer que personne ne vous suive, ou que les pas se mettent pas dans le bon sens, ou que tout le monde s'en mêle les pieds, ou... Je crois que le talent faut peut-être dire les mots justes. Le talent que nous 3, au départ, on a exprimé sont simples. Mon épouse était assez méticuleuse sur le plan économique, même si elle a été très rapidement accompagnée par un directeur financier, évidemment, qui a pris le relais d'ailleurs depuis déjà très longtemps de cette activité. Ma sœur Catherine était une pierre précieuse dans le monde du commerce. Elle aurait vendu n'importe quoi à n'importe qui. Elle était douée. Elle était douée dans son échange avec les autres, sur le plan humain. Elle est toujours, mais même si elle est en retraite maintenant, passionnée par le service à apporter aux franchisés, et bien sûr, par définition, celui à ses clients. Donc, et moi, je pense que si je peux humblement dire, le talent dont j'ai été pourvu, c'est visionnaire, certes, organisateur, certes, manager, certainement, et surtout, à l'écoute de l'environnement humain. C'est-à-dire que pour moi, les
les fausses notes, les accrochages, n'étaient jamais problème. C'est une démarche de vie et que les solutions avec les collaborateurs, avec les franchisés sont forcément possibles. Tout est une histoire de réflexion, surtout de lecture de l'autre et de compréhension de l'autre. Et la franchise, c'est quand elle est vécue entre guillemets passionnément, est vraiment une démarche vertueuse. Alors bien sûr, vous avez le franchisé qui est potentiellement un client évidemment, mais que s'il ressent que vous vous mettez en quatre entre guillemets pour l'accompagner, pour l'aider, s'il ressent cette sincérité, vous franchissez aisément les barrières et vous cassez toutes les tensions, les conflits potentiels. Donc bien sûr qu'on a eu, comme je dis parfois avec un peu d'humour, des erreurs de casting dans nos équipes, enfin dans les franchisés. Mais vous savez, la nature humaine, elle n'est pas parfaite, mais soit on permet qu'elle se développe dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on fabrique en quelque sorte les bons ouvriers, comme on peut fabriquer les bons cadres ou les bons franchisés aussi. Si on n'est pas à l'origine des tensions, si on n'est pas à l'origine d'un état d'esprit négatif, ça nous permet de franchir et accrocher des relations humaines extrêmement passionnantes. Et si je reviens un peu justement au développement de la Micaline, j'aurais pu avoir tendance à penser que le fait d'être installé en Vendée, on va dire en périphérie de la France, sur une frontière géographique, en tout cas avec la mer, aurait pu être un frein, parce que comment est-ce qu'on se développe dans le reste de la France quand on connaît personne, entre guillemets, ou que c'est plus difficile, ou que tout est plus loin puisque on n'est pas au centre. Et en même temps, je me disais, justement, en vous écoutant, est-ce que ce serait pas une chance aussi, puisque c'est ce qui vous a forcé à devoir sortir de cette contrainte touristique? Il y a deux choses qui m'ont forcé. C'est d'abord le fait que je voulais devenir chef d'entreprise et non pas rester au artisan. Voilà, donc ça c'est une volonté farouche. Je voulais sortir de la saisonnalité, donc ça j'en ai parlé. Et surtout, et par-dessus tout, je suis un enfant du pays qui voulait vivre dans son pays, qui voulait vivre entre la mer et la terre. Je suis un terrien, je suis passionné de la nature. Comme je vous le disais, je voulais être éleveur, ou je voulais être peut-être artiste, pourquoi pas. Sans doute que j'ai fait le bon choix malgré tout. Mais donc Saint-Jean-de-Mont, c'était le lieu de prédilection. Une population que je connais bien, avec sa mentalité propre, qui a fait les beaux jours de centaines de personnes. Donc, je me sentant bien, je n'avais pas du tout l'intention de créer une usine à côté d'une autoroute où je m'en fichais royalement. Je vous ai déjà dit, la notion financière est toujours restée secondaire, bien qu'importante, mais secondaire dans mon cœur, dans mon état d'esprit, très secondaire. Donc, à partir de ce moment-là, tout est possible, quoi. Tout est possible. Moi, ce que j'attendais de cette vie professionnelle, c'était avant tout des relations humaines intéressantes avec mes salariés, pas de difficultés particulières, des relations intéressantes avec le réseau, des relations. En fait, on a construit un peu une bulle professionnelle. On a vécu en autarcie quand même, faut le dire, faut le reconnaître. Mais une autarcie qu'on a rendue, je crois, positive. On a toujours plaisir à dire à nos franchisés, il faut en vivre bien et y vivre bien dans cette bulle. Donc la notion de partage est omniprésente. Bon, bien sûr qu'on n'est pas philanthrope, qu'il faut
subvenir aux investissements, animer tous les salariés qui sont basés à la production et à l'animation du réseau et aux services administratifs et financiers. Bien sûr qu'il faut accompagner économiquement tout ça de manière pérenne et sereine. Mais toujours en toile de fond, est-ce que le réseau fonctionne dans de bonnes conditions? Est-ce que les gens sont satisfaits, etc. Ça, c'est vraiment le truc. Alors aujourd'hui, on peut s'interroger sur le devenir d'une telle initiative. On sait que les mentalités bougent, que le pays rencontre des difficultés sanitaires, des difficultés politiques, des difficultés dans de nombreux domaines. Mais je crois que une bulle, ou plutôt, oui, une bulle comme on a fait, cette vie un peu en autarcie est protectrice, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas ouverte vers l'extérieur, puisque pour répondre à ça, on a en permanence vécu des excursions extérieures, tant dans le domaine de la formation que dans le domaine de l'évolution des savoir-faire, que dans le domaine de la recherche de connaissances ou de partenaires complémentaires à l'entreprise, tant sur le plan des fournisseurs que sur le plan des salariés, des cadres. On n'est pas fermé à tout ça, mais on a quand même réussi à créer quelque chose qui est extrêmement protecteur. Est-ce que les gens d'aujourd'hui comprendront cette chose-là? Je sais pas. Je le crois profondément. J'espère profondément. Maintenant, c'est la vie d'une entreprise et jamais gagné d'avance. C'est un combat, c'est une remise en question, c'est parfois de l'abnégation, c'est parfois aussi du débat, de la discussion. Mais c'est toujours enrichissant. Et justement, du coup, en dehors de la zone ou de la bulle facile, entre guillemets, comment est-ce que vous avez fait pour trouver de nouveaux franchisés un peu partout en France? Parce que le réseau ici est facile, mais si on veut s'installer, j'en sais rien, à Lyon, on débarque. Vous avez fait comment? Vous débarquez avec votre valise et vos gros sabots? Alors, on a eu la qualité. Si on doit définir un profil de franchisé, je dirais que c'est assez difficile. Mais il y a quand même des fondamentaux qu'il faut retenir. C'est les gens qui sont dans le réseau aujourd'hui sont des gens de tous horizons. Hein, de toute, on va dire, couleur, hein, ils doivent avoir un élément fondamental, c'est la prise de conscience qu'ils ont un métier de service, un métier dont la prestation est extrêmement importante. Il y a l'apport, entre guillemets, de la moitié du métier de boulanger, c'est-à-dire les produits pré-finis, si on peut dire, mais c'est à eux que revient la finition. Et que si cette finition est mal faite, la réponse commerciale sera moins bonne. Donc, évidemment, il nous faut un profil de gens commerçants qui ont envie du contact humain avec une population, un quartier, un village, une ville, qui ont ce sens, alors du management, éventuellement, obligatoirement, puisque les magasins, c'est entre 6 et 15 personnes, hein, selon la grandeur de l'établissement et son positionnement dans la ville. C'est aussi pour le commerçant en place une volonté farouche de réussir ses équilibres de vie, c'est-à-dire son contact sociétal avec le reste du village, avec le reste de la ville ou du quartier. C'est réussir sa vie humainement, c'est-à-dire qu'il se sente bien dans sa vie personnelle. Évidemment, quelqu'un qui a envie de bâtir une vie personnelle, mais c'est aussi quelqu'un qui a envie de réussir économiquement. Donc, je pense que ces gens ont besoin d'avoir ces différents critères de qualité, mais même s'ils les ont naturellement, il faut qu'ils y réfléchissent. Parce que ça reste un métier dont la réponse est faite par les clients. Et le client, c'est d'abord l'accrochage par l'image que produit la Micaline, l'enseigne. L'odeur. L'odeur, bien sûr. Alors oui, vous faites bien bien sûr, plus les produits sont bons, sont chauds,
vendu chaud, que ce soit le pain, la viennoiserie et évidemment la sandwicherie, plus les produits sont frais, sont chauds, sont croustillants, plus la réponse est positive. Mais si l'accueil n'est bon que de la part de la patronne, ça suffit pas. Il faut avoir une capacité d'influence sur une équipe, et pour influencer une équipe, il faut être bon. Il faut être bon. Si on veut que les gens soient bons autour de nous, il faut être bon. Et quand le franchisé qui se lance dans cette aventure a compris ces éléments-là, je dirais que c'est pas facile parce que c'est du travail, mais c'est surtout une prise de conscience d'un comportement. Et moi, je crois beaucoup à ça. Plus que jamais, je crois au comportement humain qualitatif, humanisé, sincère, surtout sincère. Vous savez, quand maintenant, je suis plus en activité, hein, c'est toujours l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, mais quand je rentre dans un magasin, dans les 4 secondes qui suivent, je suis capable de dire si le magasin est bien animé, bien managé, ça se sent. Ça se voit par la présentation des produits, ça se voit par le sourire des vendeuses, même si les masques sont là pour tronquer un peu on le voit dans leurs yeux, on le voit dans l'ambiance, on le voit dans l'échange des mots entre eux, sont extrêmement fluides, extrêmement bienvenus. Ça se lit facilement. Et à contrario, quand vous rentrez dans un magasin qui est moyennement managé, vous sentez un peu de frustration dans le regard, un peu de suspicion, un peu de le produit est pas trop bien rangé dans le rayon. Il y a quelque chose qui cloche, on va dire, hein, quelque chose qui cloche. C'est pas nul, mais c'est pas très très bien. Et puis il y a le virtuose. Alors le virtuose, je peux vous en parler. Le patron est jamais très loin, ou la patronne. Les mots sont clairs. L'ambiance est plus que détendue. Elle impacte disons une sérénité, une joie de vivre, voilà. Et on le sent, et on peut le voir si je sors de ce magasin pour aller prendre un pot dans un café d'à côté. La résonance existe même dans ce café d'à côté. Parce que ils sont intégrés, parce que ils sont bien, parce que voilà. Et ça fait des cartons au niveau de la réussite. Et c'est surtout la leur. L'enseigne est un support. Notre action à Saint-Jean-de-Mont et par les animateurs est un accompagnement. Mais la réussite d'un franchisé, c'est vraiment la réussite d'un chef d'entreprise à part entière. Je peux vous dire, ils ont rien à envier. Le cockpit d'une Micaline n'a rien à envier à un Boeing 743. C'est une vraie entreprise. C'est pas des assistés. Ce sont des gens qui sont vraiment porteurs d'une mission qu'ils ont choisie, qui sont censés aimer profondément. Et justement, alors si je reprends l'exemple de Lyon, si vous vouliez vous développer à Lyon, vous feriez comment pour trouver? Alors, on a une annonce. On a un service de développement qui est censé repérer les emplacements potentiels qui nous intéressent. Bon. Ok, donc il y a des cibles stratégiques entre guillemets commerciales. On a eu un monsieur qui est en retraite maintenant, qui pendant des années a jalonné la France de part en part et dans toutes les villes de France, les emplacements de choix cœur de ville essentiellement. On a commencé comme ça, et on est très maintenant c'est un peu plus élargi à des centres commerciaux, à des gares, aéroports et autres. Mais à l'époque, c'était essentiellement les centres-villes, donc il y avait tout un panel de descriptions, de critères qui étaient repérés par cette personne. Et à partir de là, le recrutement se faisait en disant, écoutez, monsieur, si effectivement vous acceptez d'accompagner, de rentrer dans notre enseigne, il faut que vous passiez dans le cursus de formation qui doit être de plusieurs mois, que vous passiez, entre guillemets, vous ayez un petit examen de passage, évidemment, et puis, bien sûr, une formation technique sur le terrain, etc., etc. Tout ça, ça existe toujours. Mais après, derrière cette phase d'intégration,
il y a aussi la présentation de ce qui peut être fait. Et il n'y a pas de mauvais emplacement. Il y a une capacité d'intégration des gens. J'ai dit, moi, là où vous vous posez, vous ferez votre nid si vous en êtes capable. C'est un petit peu ça, l'idée. Alors, Lyon, oui, pourquoi pas. Mais après, les emplacements, c'est selon les budgets. Alors, le budget, ça va de 120 000 euros au point de départ, 120 000 apports personnels, ouais, à 200 ou 250 000, ça dépend, voilà. Mais toujours est-il que ce qui compte surtout, c'est que les gens eux-mêmes aient leur vision, la vision de leur vie. S'ils n'ont pas de vision de ce qu'ils vont prendre, ils vont être des assistés et qui seront dans une forme de pénibilité. Un franchisé n'est pas dans un établissement pour obéir, il est dans un établissement pour faire éclore, entre guillemets, les outils qui leur sont donnés. Et je pense en particulier à une image. Vous savez, ils ont tous le même instrument de musique. Oui. Disons qu'il y a ceux qui ont besoin de la partition les premiers mois pour sortir les morceaux qu'ils souhaitent. Il y a ceux qui, quelques mois plus tard, peuvent quasiment se passer de la partition et ne trébuchent sur pas grand-chose. Et puis, il y a les virtuoses. Ceux qui, au-delà de la partition, apportent leur valeur ajoutée à eux, leur âme. Ils transcendent la musique. Ils transcendent la musique. Et c'est ce qui fait la différence, d'ailleurs, dans le monde artistique musical, c'est ce qui fait la différence entre les très, très, très grands musiciens ou grands interprètes et ceux qui le sont un peu moins, voire ceux qui ne le sont pas du tout. Mais on voit la différence tout de suite. Et le talent, il s'exprime dans la franchise comme dans n'importe quelle entreprise, avec toutes ces qualités qui sont nécessaires, humaines, de gestion, commerciale, managériale. Et alors, ces qualités, tout à l'heure, que vous aviez gentiment réparties entre 3 personnes, c'est-à-dire vous, votre épouse et votre sœur. Elles sont très largement éclatées aujourd'hui. Éclatées. Justement, ça me fait penser, parce que travailler en famille, c'est pas forcément facile. Ah non. C'est-à-dire que le soir, on rentre, enfin, on a déjà passé la journée ensemble, et donc, il faut gérer une autre entreprise, c'est-à-dire sa famille aussi. Comment est-ce que vous avez fait pour suivre tout ça? Est-ce que vous avez eu des bonnes pratiques à mettre en place, ou des choses pour réussir? Parce que c'est un défi de tous les jours. Votre question est extrêmement importante. Tout à l'heure, je parlais pour un franchisé, réussir son équilibre de vie, c'est réussir son action professionnelle économique, réussir son intégration sociétale et réussir son installation familiale. Oui. Bon, comment gérer ces trois piliers, ou ce triangle, si on peut dire, ce triangle vertueux? Je crois que la première chose que moi je conseille, c'est le travail, c'est fait pour, entre guillemets, qu'on se pose des bonnes questions le matin. Jamais le soir à la maison. Les réunions de travail se font le matin, jamais le soir à la maison. Donc, par définition, avec mon épouse, jamais le soir on parlait de boulot. Quand on avait un ennui, une difficulté, puis Dieu sait si on en a eu quand même quelques-uns, ou quelques-unes, la règle était respectée. Et on verra ça demain matin. Et voilà, en prenant le café, on règle beaucoup de choses. Alors après, je pense que ce qui est très important de dire, c'est que la volonté affichée du chef d'entreprise de réussir son pari comportemental est extrêmement important. Et là, vous savez, il y a trop souvent on entend « c'est de la faute de ». On rejette la responsabilité sur... Mais moi, je me suis toujours dit que quand il y a un emmerde à l'autre bout de la France, dans un magasin, j'en suis le responsable. Alors évidemment, c'est peut-être pas factuel, mais dans mon cœur, je me dis que s'il y a une difficulté à l'autre bout de la France, c'est qu'il y a quelque chose qui à un moment fonctionne pas si bien que ça. Et donc ça s'appelle prendre des responsabilités, ça. Jouer sur les manettes, entre guillemets, qui permettent la réussite. Et quand dans un magasin, un franchisé veut réussir son deal, quand il y a quelqu'un qui fonctionne pas bien,
que le patron commence déjà à se poser la bonne question, est-ce que toutes les conditions pour que ça se passe bien sont réunies? Vous savez, il y a des langages qu'il faut éviter dans une entreprise, c'est comment dire, faut impliquer les gens dans le pari de l'avenir et pas leur imposer l'avenir. C'est-à-dire que, par exemple, si on doit réunir dans un magasin les vendeurs et les vendeuses et de leur dire, bon, il faut que on fasse ça, ou ce chiffre, ou cette quantité, ça marche pas. Ça marche pas. Par contre, si vous dites, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre pour faire mieux que la semaine dernière ou la semaine d'avant? Là, il y a un autre état d'esprit qui s'installe, et c'est le fait d'interroger les gens, c'est déjà les impliquer dans une démarche collective intellectuelle. Même si le sujet est basique, il reste très, très, très important. C'est l'implication par le choix des mots que vous utilisez. Et vous savez, on n'a de pouvoir sur personne. Mais par contre, on a un pouvoir énorme sur nous-mêmes. Et que le fait de changer nous, on fait changer les choses autour de nous. Et ça, c'est gratifiant au possible. À la fois pour celui qui accepte de jouer cette abnégation, ce silence parfois, mais c'est fondamental d'intégrer cette notion-là pour pouvoir agir sur les autres, entre guillemets, et surtout leur permettre d'éclore. Si vous arrosez pas une fleur, une plante, elle va faner. Eh ben, je crois que les gens autour de nous, ils ont besoin d'être considérés, d'être exposés au soleil, d'être mis en valeur, et tous les gens autour de vous deviennent de belles plantes, quoi, je veux dire, hein, et vous en sortez également gratifié. En fait, finalement, vous avez été jardinier et pas éleveur. Ben, écoutez, je crois que j'aime la peinture, j'aime l'élevage, mais je crois qu'on peut faire des ponts entre tout ça. C'est-à-dire que, en fait, la réalité, j'aime le beau, le bon, le sympa, le joyeux, le heureux. Et j'aime ce qui grandit, j'aime ce qui est vert, j'aime ce qui est joli, ce qui a de la vie, ce qui a de l'entrain. Donc voilà, ça corrobore. Et justement, si je reviens à ma question, dans cet équilibre familial, comment est-ce qu'on fait quand on est deux chefs d'entreprise à la tête d'une entreprise qui se développe beaucoup, donc qui demande beaucoup, et gérer des enfants en même temps? Alors, parce qu'on l'entend peut-être un peu dans le micro, mais il y a des petits-enfants aussi autour, ça veut dire qu'il y a des enfants. Alors, pour gérer déjà, bon, moi j'ai eu beaucoup de gens de la famille qui sont restés pour un certain nombre. D'ailleurs, notre premier franchisé était un beau-frère, ma belle-sœur. Et j'ai eu beaucoup de gens de ma famille qui ont travaillé, qui travaillent d'ailleurs encore dans l'entreprise. J'en ai quelques-uns. C'est pas trop un problème dans la mesure où chacun sait son précaré, son environnement géographique, sa mission, son objectif. Et là encore, si vous laissez la responsabilité des gens, j'étais surpris de ça d'ailleurs. Comme moi j'ai pas fait d'études supérieures ni rien, j'étais très surpris de ça, de voir comment les gens, lorsqu'on leur donne une responsabilité, ils embrassent leurs responsabilités. Alors, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Ça fait quand même une dizaine d'années que je suis plus au turbin. Je me rends pas compte. Mais quand on donne la chance aux gens de prendre un sujet en main ou un bébé en main, ils le font grandir, ils l'élèvent, ils le dorlotent, ils leur permettent de s'épanouir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment surpris. Donc, faut pas hésiter à fixer le cadre et à faire confiance. Voilà, faut fixer le cadre, faire confiance, accompagner, et surtout ne pas être interventionniste que sur les effets négatifs. C'est-à-dire qu'il faut être assez subtil pour dire quand il y a quelque chose qui déconne dans le processus, c'est de dire, écoute donc, tu sais pas, tu fais mal, c'est viens donc me voir, je vais t'aider. Et ça change tout. Par contre, celui qui tape à votre porte, qui vient tous les 5 minutes vous dire j'y arrive pas, je suis emmerdé, je suis ci, je suis ça. Dis non, celui-là, tu dis écoute, tu refermes la porte, tu reviens me voir avec 3 solutions. Et puis après on en parle. Parce que faut pas non plus qu'ils se sentent coucounés à l'excès, et voilà. Mais alors après,
La cohabitation avec la famille, c'est exactement comme avec tout le reste de l'équipage. C'est chacun a son rôle, chacun a sa mission, chacun a son objectif. Bon, on fixe pas de mission à un enfant de 3 ans. Pas non, encore. Non, mais non, c'est vrai. Mais il faut qu'il l'amène. Enfin, le cadre qu'a un sujet à traiter, bah, il faut qu'il fasse preuve de patience. Oui, on lui explique alors. On explique. Beaucoup de pédagogie. Papa beaucoup doit de pédagogie. papa. Voilà, et puis ça. De l'accompagnement, et puis lâcher sa main pour qu'il marche, etc. Bon, ben voilà, c'est ça. Finalement, quand je regarde avec du recul, c'est assez facile, hein, même c'est assez facile. Il faut simplement essayer de comprendre l'autre, puis de l'aider sans le soumettre surtout, sans le le dominer, mais au contraire qu'il se sente rassuré par quelqu'un qui peut se rendre disponible pour le petit conseil, mais qui n'est pas en train de vous emmerder tous les jours, quoi, en gros. Mais pour ça, il faut avoir du temps. Oui, bah c'est bien pour ça. Moi, je me suis retrouvé à 52 ans avec un genou à terre, hein, fatigué, usé, burn-out sans doute. On appellerait ça comme ça maintenant. À l'époque, c'était pas ça. J'ai eu un gros problème de santé, puis j'ai lâché prise. J'ai pris des décisions drastiques. J'avais deux principaux cadres de l'entreprise. Je les ai nommés tous les deux directeurs généraux. J'ai dit bon, voilà, il y en a un qui va s'occuper des finances et administratifs, puis l'autre qui va s'occuper de l'animation du réseau, du développement commercial. Et ils ont fait le deal pendant un certain nombre d'années avec talent, jusqu'au jour où il a fallu qu'il y en ait qu'un qui prenne la relève. Et là, ils ont fait un choix stratégique. Il y en a qu'un qui a pris la relève. Et mais voilà, il faut inventer la suite, parce que alors après, quand on a des enfants, comment inventer la suite avec les enfants? Ben, faut pratiquer comme avec les partenaires ou les collaborateurs. Faut qu'ils aient confiance en eux, confiance en leur avenir. Confiance au projet, confiance faut qu'ils osent des initiatives, faut pas que vous soyez à mettre des bâtons dans les roues, à contraindre à prendre les voies que vous pensez, mais au contraire, les laisser faire des choix. Bon, bah, s'ils trébuchent, ils trébucheront. Je crois qu'en fait, ce qui est très, très, très important, et moi, ça, je l'ai compris assez tôt, c'est le droit à l'erreur. Si on intègre dans notre quotidien en tant que chef d'entreprise le droit à l'erreur, vous libérez l'initiative. Parce que les gens, ils savent qu'ils vont pas être assassinés si jamais ils font une connerie. Ils vont se dire j'ai fait une erreur. D'abord, ils oseront vous le dire. Et puis vous lui direz bon, écoute, t'essayes de pas la recommencer. Réfléchis davantage. Fais-toi aider par ceux qui t'entourent. Anime ton équipe en essayant de chercher des solutions autour de toi, parce qu'on les a jamais toutes de toute façon. Autant j'ai une vision très précise de ce que je voulais faire et là où je voulais aller, que à côté de ça, j'ai toujours eu la sensibilité des autres. Quand on est autodidacte, on est condamné à faire avec les autres. C'est toute la différence. Quand vous avez Bac+12, en général, vous savez à peu près tout. On en a quelques démonstrations à la télé. Voilà, on sait tout. Donc, à quoi bon s'intéresser aux autres? Mais quand on sait rien, qu'on est Bac-12, enfin au moins 6, hein, on est obligé de s'intéresser aux autres. Et puis les autres, mais attendez, mais ils ont les yeux pétillants d'idées, d'inventions, d'initiatives de tous ordres. Attendez, mais comment ne pas mettre ça en musique? Et là, je pense que franchement, je me suis jamais senti handicapé par cette chose-là, si ce n'est par le regard un peu méprisant d'un certain nombre, entre guillemets, dans le monde, dans la société en général, où le mépris pour les autodidactes est quand même bien omniprésent, mais on s'en fout complètement. Il n'y a que le résultat qui compte. Hein. Oui. Et comment est-ce qu'on favorise ce droit à l'erreur au quotidien? Mais alors, favoriser le droit à l'erreur, c'est dire, écoute, tu vois, le cadre dans lequel il faut que tu évolues, c'est ça. Voilà l'objectif à peu près défini. Maintenant, les chemins par lesquels tu veux y aller, c'est à toi de les créer. Et créer aussi les accompagnateurs que tu veux avoir avec toi pour ce deal. Et former l'équipe qui soit capable de... En fait, il faut qu'ils fassent en dimension réduite ce que moi j'ai fait en dimension originelle. C'est les laisser être entrepreneurs de leur projet. Exactement, entrepreneurs de leur projet. Et puis, je pense que on n'invente jamais rien, en fait.
Moi, j'ai rien inventé du tout. J'ai fait que capter, entre guillemets, des choses qui existaient déjà, que j'ai assemblées. J'ai assemblé la technologie du surgelé, un peu de la technique commerciale, je vous l'ai dit, avec la franchise, mais avec quelques magasins en nom propre pour tester tout ça, pour valider tout ça, mais bien sûr. Et puis, en fait, on n'invente rien, on fait qu'ajouter des choses ou les raccrocher à autre chose, et l'addition de 2, 3, 4 éléments font que c'est quelque chose de nouveau. Tous les gens qui fabriquent, que ce soit des voitures ou tout, c'est que l'addition de choses qui font un élément nouveau. Ah bah, dans notre métier, c'est exactement pareil. Au même titre que dans un service, il s'agit pas d'inventer l'eau chaude. Il s'agit simplement de dire, tiens, il y a l'addition de ça et de ça n'existe pas. Et si on les mettait ensemble, je suis sûr que ça marcherait. Et puis après, c'est la foi qui compte. Puis après, capacité aussi à développer la croyance en l'avenir, la croyance en soi-même, qu'on peut aussi appeler la confiance en soi-même et la confiance aux autres. Puis après, ben, c'est la grande aventure. Alors, on se jette à l'eau, c'est sûr qu'on se jette à l'eau, mais voilà, et ben si ça ne marche pas, ben on prend il y a pas mort d'homme, quoi, je veux dire, c'est surtout ça. Si ça met pas l'entreprise en péril, si c'est pas une faute grave, parce que du coup il peut y avoir des erreurs impardonnables en matière d'hygiène ou en matière de je ne sais quoi, dans nos métiers, ça pardonne pas. Oui. Mais autrement, les erreurs stratégiques de choix, il y a rien de mortel. Tout peut être revu. Voilà, c'est jamais définitif. Alors, comme autodidacte, vous vous êtes formé en pratiquant, mais est-ce que vous avez eu un mode, quelque chose qui vous a aidé justement à vous former, vous informer, à prendre du recul, je sais pas, des mentors ou des livres. Vous m'avez arraché le mot avant. Exactement. J'ai eu 3 ou 4 mentors. J'en ai eu un mentor managérial, une dame qui était de 20 ans, mon aînée, qui m'a embarqué dans une aventure associative assez fabuleuse, avec des défis festifs, un peu insensés à l'époque, et qu'on a réussi. Bon, voilà, elle était un modèle pour entraîner les autres, et donc ce modèle, je l'ai regardé avec ce qu'elle avait de qualitatif. Et ce qu'elle avait de qualitatif, c'était son expression, sa capacité à accepter l'erreur, sa capacité à positiver les situations les plus sombres, sa capacité à comme John Kennedy, montrer la lune du bout de son doigt et dire on y va. C'était ça. Elle était capable de ça. Comment? Et tout le monde fait. Et tout le monde, voilà. Et c'était ça, c'est ce qu'elle avait. Et bon, d'autant plus qu'elle m'a poussé dans le dos pour reprendre le micro, parce que j'étais extrêmement timide. J'étais un gamin, un jeune homme complètement réservé, complètement timide, sympa de surcroît, mais rien de plus, quoi. Et elle m'a poussé dans le dos. Et de ce point de vue-là, ça a été un mentor extraordinaire. Après, j'ai rencontré une autre personne, monsieur qui était intitulé le pape de la franchise en France, qui était moqué par ses pairs, qui en réalité ne leur venaient pas à la cheville, ne lui venaient pas à la cheville. Il s'appelle Charles Serraud, il est toujours de ce monde d'ailleurs. C'est un type particulièrement brillant, avec une expérience de la franchise à la fois intercontinental, on va dire. Il a vécu en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, et il a défendu des marques prestigieuses. Et à l'époque, on l'a fait rentrer. Nous, on était, rentrer chez nous pour nous aider. En franchise en France, à part Fildar, il n'y avait pas grand-chose d'autre, quoi. Et Pingouin, quoi. Oui. Donc, on était quand même un peu... Au début. Alors, la franchise était en train de naître. La fédération de franchise était juste en train de... Et il y avait des experts autour, soi-disant experts, qui étaient quand même... je veux dire, très sympathiques, très éloquents aussi, et puis pas non plus dénués de savoir-faire et de qualité, mais qui venaient pas à la cheville de cet homme. Ah non, sûrement pas. Et donc on a fait la bonne pioche. Et puis j'en ai eu 2 autres aussi en Vendée, qui à un moment, des entrepreneurs vendéens, qui à un moment, quand j'ai eu la tête dans l'eau, provoqué par des petites turbulences financières naturelles quand on a des projets, que nos amis banquiers nous ont bien... entre guillemets, voilà. Maintenu sous l'eau, la tête. Un petit peu.
C'est une technique que maintenant, si j'en parle à des plus jeunes entrepreneurs, je leur dirais, bon, laissez faire, faites semblant de pas comprendre, mais à certains moments, c'est presque une démarche incontournable. Il faut bien qu'ils vivent aussi, ces gens-là. Ouais. Donc, mais oui, alors je me suis fait aider par 2 partenaires vendéens pour vous dire le profil des gens, des gros entrepreneurs vendéens. Je vais les voir. Je dis bon, à l'époque, il me manquait 1 million de francs. Bon, en France, c'est pas pareil, mais ouais, avec l'inflation, ouais, voilà, faut se remettre dans le contexte. Ouais. 1 million de francs. Bon, j'étais obligé de les trouver. Disons 600 ou 700 000 euros d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et fallait les trouver. Et j'ai pas pensé à d'autres personnes qu'à ces 2-là. Pourquoi ? Parce que je les connaissais. C'était pas des gens qui, de manière naturelle, étaient exubérants de générosité. C'était des mecs solides dans leur, même pour l'un d'entre eux, ils étaient plutôt réputés pour être pingres. Eh ben non, ces gens-là, ils ont quelque chose qui voilà, ils ont une générosité dissimulée, discrète, mais extrêmement pertinente, quoi. Je veux dire, voilà, alors c'est très vendéen, ça aussi. C'est une mentalité vendéenne. C'est une mentalité vendéenne. Une mentalité vendéenne, c'est l'entrepreneur qui peut éventuellement donner un coup de main à un autre, mais c'est aussi le patron vendéen qui va boire un coup à la cave avec ses commis, quoi, comme on dit. Ouais. C'est très particulier. Et la Vendée, c'est ça. Alors après, est-ce que le temps qui passe va dénaturer ces philosophies locales ? On sait pas. Mais que pour tous ceux qui rentrent sur le territoire vendéen, qui peut-être doutent de la capacité d'accueil de ce département, qui est quand même rural malgré tout, hein, avec très peu de grosses métropoles industrielles. Finalement, le miracle vendéen, c'est une belle entreprise dans chaque village, quoi. Pour certaines d'entre elles, renommée nationale, voire internationale quand même. Bah, ça se trouve pas sous le pied d'un cheval, ça c'est sympa, quoi. Ouais. Et ça, c'est très propre à la Vendée. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'est fait casser la gueule à la Révolution ? C'est probable qu'il y a des vieux restes et que le communautarisme, entre guillemets, vendéen, il est sous-jacent ou omniprésent avec tout le respect qu'on peut... Ouais, c'est ça, avec tout le respect qu'on peut porter à ce type de relation. Mais c'est certain que il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Et donc... disons, un chef d'entreprise qui est un peu perdu dans sa carrière, vous lui direz, essaie de te choisir quelqu'un que tu admires et de l'avoir un peu comme mentor. Ça peut aider. Ouais. Alors, oui. Alors, quand on est à la croisée des chemins dans une carrière, dans une évolution, on a parfois des doutes. Et il est bon de pouvoir avoir un écho ou une interface avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, il faut le chercher. Mais il faut surtout avoir beaucoup de sincérité à l'égard de ce quelqu'un d'autre. Parce que j'ai vu, moi, j'ai rencontré des jeunes chefs d'entreprise, enfin des jeunes, oui, qui étaient déjà un peu pignon sur rue dans leur job, qui ont voulu faire la franchise. Mais est-ce qu'ils venaient chercher de la confiance ou est-ce qu'ils venaient chercher une caution morale ? Et ça, c'est la différence, elle est énorme. Parce que faut pas compter sur les autres, pas plus que sur les mentors. Mais il faut que les mentors sentent que vous prenez en charge totalement avec lucidité et pertinence. Et donc, le mieux, c'est que les mentors, c'est des accompagnateurs comme les autres. Mais je crois qu'il est utile de se créer des partenaires sur place, qui sont pas des mentors, mais ceux du quotidien, les ouvriers, les cadres, les gens qui potentiellement sont lancés dans l'aventure que vous leur proposez. C'est sur eux qu'il faut d'abord compter. Le mentor, c'est l'homme providentiel qui arrive au bon moment pour vous dire quand vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, ressaisis-toi, tu sais bien que c'est un mauvais passage, mais que ça va aller, quoi. Oui, c'est toute la différence. Parce que, voilà, c'est pas quelqu'un qui est permanent avec vous. Donc, on peut pas le rendre non plus responsable de ce qui nous arrive, de ce qui vous arrive. Oui. C'est quelqu'un qu'on voit de loin en loin, qui permet de prendre du recul. Voilà, complètement.
Et vous, justement, vous parliez d'un moment creux. Tout à l'heure, vous me disiez que c'était un moment qui vous a permis d'écrire votre premier livre. Comment est-ce que vous avez fait pour vous ressaisir, pour savoir quoi faire? Vous avez décidé de mettre vos deux principaux directeurs, enfin de les faire monter. Mais voilà, vous avez senti qu'il y avait trop, ça allait pas, et maintenant, on fait quoi? Ouais, déjà, physiquement, c'était sûr que ça allait pas du tout. Je pouvais pas suivre une conversation à 3 personnes. Oui, donc ça n'aide pas. J'étais complètement à l'ouest. Alors, je suis déjà, parce que Saint-Jean-de-Mont, c'est quand même bien à l'ouest, mais là, du coup, ça y était complètement. Dans la mer. Alors, j'étais dans la mer et je buvais la tasse, hein, ça je peux vous le dire. Et j'étais vraiment, mais alors très, très, très mal. Alors, pour ceux qui me connaissaient, c'était pas si visible que ça, parce que quand ils me parlaient d'homme à homme ou de personne à personne, bon, j'étais quand même pas rendu au point de pas les comprendre. On donne le change. Voilà. Mais j'étais quand même très, 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 très mal. Et j'étais épuisé, je sentais que j'en pouvais plus, enfin bref, le burn-out classique, ce qu'on appelle le burn-out maintenant. Et, les décisions, ça a été effectivement de travailler que le matin, hein, c'est-à-dire, de 7h30 à 13h. Et puis, j'avais dit à mes jeunes cadres, je dis, les réunions, tout ça, pas du tout l'après-midi, jamais, le matin, oui, mais pas, voilà. Et puis la deuxième décision, c'est de profiter de l'après-midi pour faire du sport un peu. En fait, je faisais de l'hypertension, mais il y avait les numéros sur le cadran, ils étaient pas marqués dans le manuel, hein, c'était vraiment l'horreur. Et donc j'étais au bord de m'effondrer, quoi. Et 1 an plus tôt, j'avais perdu un copain industriel au même âge. Un copain avec qui j'avais été à la Chambre des métiers à prendre, faire nos cours, hein. Et il est tombé dans sa baignoire un beau matin, 52 ans. Non, j'ai dit, je veux pas de ça, et puis il faut que je m'en sorte, et puis voilà. Et donc le fait de faire du sport, ça m'a ressaisi. Je me suis reconstitué, mais par contre, j'ai plus jamais voulu reprendre à travailler l'après-midi. Je trouvais ça trop bon. Et puis, ça a permis surtout de faire grandir mes acolytes, qui ont profité de cette croissance pour piquer mon leadership. Mon leadership m'a été, ils se le sont accaparés. Il a fallu que je fasse preuve de silence, d'abnégation et puis de compréhension de leur position de quadragénaire. Et puis aujourd'hui, ils sont heureux de faire ce qu'ils font. Et puis voilà. Maintenant, moi, je sais que cette période a été douloureuse pour moi, douloureuse pour ma santé, douloureuse pour mon corps, parce que je me suis remis à faire du sport, mais c'était dur. Et c'était douloureux parce que faut écraser son ego quand même, parce que moi quand je me retrouvais sur un strapontin à regarder mes cadres faire leur speech sur le podium devant les partenaires franchisés ou les 250 salariés à ma place, forcément qu'ils disaient pas ce qu'il fallait et puis qu'ils bougeaient pas comme il fallait, et puis que voilà, la présentation est pas celle que j'aurais fait. Bon, bref, plein de choses qui m'emmerdaient profondément, mais qu'il fallait que j'accepte. Ça faisait partie du jeu. Et c'est ça, parce que les choses peuvent se perpétrer, mais elles se perpétuent pas obligatoirement comme vous l'entendez absolument. Mais ce qui compte, c'est que ça marche aussi. Ça continue et que ça marche. Donc voilà, c'est ça qu'il faut souhaiter. Vous auriez pas été obligé de le faire, entre guillemets, parce que là vous n'avez pas vraiment eu le choix. Est-ce que vous l'auriez fait? Non, sûrement. Mais alors, moi je dis qu'on a tous un destin. On a un destin qui est tracé, certes, mais je pense qu'on peut arrondir les angles qui sont vifs, qui parfois font mal, arrondir les itinéraires que ce destin vous trace. Je crois qu'on a un pouvoir sur notre destin pour que les choses les plus dures soient vécues moins durement, que les choses les plus désagréables le soient un petit peu moins. Et le pouvoir de fabriquer un peu ce que moi je considère comme la chance, parce que la chance, même si ça vous tombe dessus sans que vous le demandiez, vous en êtes forcément un peu le jardinier, je pense. Les petites graines qu'on sème jour après jour, année après année, un moment ou un autre, il faut pas être pressé. Un moment ou un autre, elles rejaillissent et fleurissent. Je suis convaincu de ça pour la vie en général. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des tuiles qui font mal, mais c'est qu'elles le fassent moins de grabuge possible autour et pour vous-même, quoi.
Puis alors, moi, je crois aussi, j'ai une définition aussi qui est assez simple, c'est que faire bénéficier de ce que vous avez, entre guillemets, la chance, en faire bénéficier aux autres, pour moi, ça fait partie de mon rôle, mon statut, quoi. Je veux dire, si on n'est pas capable de ça, on passe à côté de beaucoup de choses. Et bon, ça veut pas dire une générosité gratuite, comment dire, incontrôlée. Non, c'est justement distiller à juste titre pour que les choses aillent mieux, voilà. J'aurais aimé faire de la politique, mais ce monde est tellement fait de, comment dire, d'un patchwork de mentalité, de personnalité, dont les comportements sont tellement variés, variables. Ça doit être très très dur. Mais ceci dit, je comprends la passion qu'ils peuvent mettre à convaincre et à se battre pour des idées, que je me dis, est-ce que j'aurais été capable de ça? C'est pas sûr quand même. C'est pas sûr. Alors moi, j'ai peut-être une dernière question, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, à partager. Bon, imaginez que vous êtes en train de prendre un bon cookie de la Micheline. Je le dis parce que moi, je les aime bien. Et bon, il est encore un petit peu chaud, donc ça, c'est bien. Et vous êtes assis sur un banc avec André, qui a 15 ans. Et qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, là, vous me demandez de m'adresser à vous-même, à moi-même, ou ouais. Eh ben moi, je dirais, regarde la vie avec complaisance, même si de loin elle sourit pas à tout le monde. Mais essaye de regarder autour de toi, de sentir autour de toi, de savourer autour de toi ce qui existe d'humain, mais aussi de naturel. Essaye de... Lâche ton écran et regarde des choses, ressens-les, touche les arbres, cueille les fleurs qui sont autour de toi, il y en a plein. En fait, je crois qu'on a un parterre qui s'offre devant nous d'opportunités ou de trains qui passent. Il faut savoir sauter dedans et puis dire, on verra bien. Puis si ça va pas, on descendra du train. Mais je crois que c'est ça, en fait. C'est saisir c'est être très observateur de ce que vous avez autour et puis de cueillir les fleurs les plus jolies, les cookies les meilleurs. Donc, observer autour de soi, parce que c'est ça qui permet de voir les opportunités à saisir, alors. Ouais, je crois vraiment, ouais. Je crois vraiment parce que, en fait, personne n'est éloigné de la chance. Mais tout le monde ne voit pas les petites chances qu'ils ont à leur portée de main. Dans leurs relations avec les autres. Vous savez, quand vous avez des gens qui apparemment, ils font presque la gueule, vous dites, punaise, ce mec, pas tentant d'avoir une relation sympa avec lui, quoi. Ben, souvent, on creuse un peu, on enlève le vernis et la façade, putain, un mec en or derrière, quoi. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on croit. Alors, c'est vrai que de temps en temps, vous tombez sur des cas. Ça peut exister. Faut quand même le reconnaître. Mais c'est beaucoup plus rare qu'on croit. Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus entouré de belles personnes, et Dieu sait s'ils sont nombreux, mais faut-il encore savoir les détecter. Et ça fait partie des petits talents dont on dispose. Encore faut-il être observateur, interrogateur, curieux, à la recherche de... Parce qu'en fait, la vie professionnelle comme la vie toute court, on est toujours à la recherche de quelque chose, d'un avenir, d'un lendemain, donc fabriquons-le, prenons le temps. Mais quand on a 15 ans, moi j'étais complètement fou, amoureux de la nature, mes copains, la vie, la fête, j'adorais la fête, j'adore toujours, mais enfin, bon. On ne fait pas pareil. Mais voilà, et tout ça, c'est
gratifiant, puis je crois qu'il y a un proverbe qui dit c'est dans l'enfance qu'on se produit les plus grandes racines, hein, c'est la profondeur des racines sont les plus longues, c'est un peu vrai. Quand on a 15 ans, faut rêver, faut oser. Par contre, faut pas mépriser. Et ça, si vous voulez, la société qui est en train de bouger actuellement m'inquiète un petit peu. Bon, je sais bien qu'on n'est pas à l'aube d'une catastrophe sociétale, mais je trouve que cette suspicion que les gens ont à regarder le vrai, le naturel, tout est tronqué par le virtuel, les écrans, les fake news, et tout est dans une turbulence médiatique exacerbée que on n'arrive pas à retrouver, entre guillemets, où les générations qui viennent ont du mal à se poser, alors que la réalité, elle est sous leurs pieds, hein, dans le ciel également, hein. Et comme on dit, il faut avoir les pieds sur terre, les mains, la tête dans les étoiles et les mains dans le moteur. C'est un peu ça la vraie vie. Et cette société a l'air de se chercher énormément. Je pense qu'elle va se trouver. Comment? Ça reste pour moi aujourd'hui un grand mystère. Et puis sans doute que j'aurais quitté ce bas monde avant d'en comprendre le sens, sûrement même. Eh bien, merci. On va se quitter sur ce regard finalement de peintre sur la société, sur la façon d'accueillir la chance aussi, puisque c'est un regard assez artistique de la nature, et peut-être même avec une petite citation d'un poème, c'est « Cueillez dès aujourd'hui les fleurs de la vie ». Et pour continuer sur l'aspect littéraire, donc il y a votre livre qu'on peut retrouver donc à partir de courant janvier. Sur le territoire national. Sur le territoire national. Et déjà dans la région, Vendée, ouais. La grande région. Et en ligne aussi, probablement sur les sites de Fnac ou autres. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc on tape votre nom, on tape le titre du livre qui est donc dans le silence de mon père. Mais je vous dis pas, mais j'ai vécu des choses extraordinaires. Comment dire, le côté très trouble des relations que j'ai pu avoir avec mon père, qui était un homme à la fois silencieux à mon égard et qui l'a été toute sa vie, qui est parti. Et son silence, j'en ai trouvé, entre guillemets, la motivation ou la raison. Il est parti il y a 7-8 ans. Et je l'ai retrouvé, mon père, dans d'autres circonstances. Ça peut paraître absolument fou. Et dans le bouquin, je le raconte. C'est très curieux. Mais la vie vous réserve des surprises énormes, là aussi, quand on sait saisir les opportunités, les occasions de comprendre des choses qui vous paraissent incompréhensibles. Des fois, on a des surprises de rencontrer des choses incompréhensibles qu'on comprend parce que ça vous saute aux yeux, puis ça devient une évidence. Mais qu'on comprend plus tard parfois. Voilà, complètement. Voilà, mais j'ai hâte de le découvrir. Voilà, bien écoutez, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner. Et à bientôt sur Mentor Stratégie.